Le 29 mars, une limousine liée au président russe Vladimir Poutine a explosé près de Moscou. Et le reste du monde a rapidement qualifié cela de potentiel complot d'assassinat. Alors que les autorités russes ont minimisé le danger pour la vie de Poutine, le chef d'État russe se trouve dans une position précaire. La Russie est entrée dans la 3e année de ce qui devait être une invasion de l'Ukraine de 3 jours, et la guerre ne montre aucun signe d'arrêt. Il est donc logique de lier les tentatives d'attentat contre Poutine à sa façon de gouverner le pays, responsable de l'un des conflits les plus meurtriers des 50 dernières années. Mais Poutine devrait-il craindre pour sa vie ? Décortiquons le vernis derrière le pouvoir absolu de Poutine en Russie dans l'épisode d'aujourd'hui de l'émission militaire. Commençons d'abord par les faits concernant le plus récent supposé événement d'assassinat. Le 29 mars, une limousine Horus Senat, faisant apparemment partie de la flotte officielle de véhicules du président, a explosé et pris feu dans la rue Sretenka à Moscou. Près du siège du service fédéral de sécurité, ou service fédéral de sécurité des témoins, ont rapporté que l'incendie a commencé dans le compartiment moteur et s'est rapidement propagé à l'intérieur. Des passants des établissements voisins ont tenté de porter secours avant l'arrivée des services d'urgence. Heureusement, ou peut-être malheureusement pour certains, aucune blessure n'a été signalée, et la cause exacte de l'explosion reste indéterminée. Les responsables ont rapidement minimisé l'incident, refusant de le qualifier catégoriquement de tentative d'assassinat. L'événement a été initialement décrit par le Kremlin comme un dysfonctionnement technique, mais toute personne familiarisée avec les méthodes et les obfuscations de la politique d'État russe savait mieux. Il y avait des failles logiques à prétendre qu'il s'agissait d'un simple dysfonctionnement. Pour commencer, le véhicule lui-même est blindé et conçu précisément pour prévenir les dommages extrêmes ou la propagation du feu. Deuxièmement, l'Aura Senat est équipé d'un système d'extinction automatique, conçu pour détecter et éteindre les incendies sous le capot et sous le véhicule. De plus, le fabricant n'a émis aucun rappel ou déclaration publique concernant des problèmes de structure ou de sécurité pour ce modèle de voiture. De tels rappels seront aussi familiers à tous les propriétaires du véhicule. Le nombre de Senat dans le monde est limité, avec des rapports suggérant que seulement 40 voitures ont été vendues en 2024. C'était un cas d'explosion incontrôlée. Et le simple fait que Poutine n'était pas dans la voiture a peu fait pour atténuer les spéculations. Au contraire, les soupçons ont été renforcés, faisant émerger des théories. Était-ce un avertissement des ennemis internes ? Un message des oligarques mécontents de la trajectoire de la guerre ? Ou peut-être un signal externe que le monde perdait patience avec l'aventurisme géopolitique de Poutine ? Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait qualifié l'explosion de tentative d'assassinat, l'impact psychologique de l'incident sur Poutine était indéniable. Cet épisode a simplement ajouté une autre couche à la paranoïa bien connue de Poutine, qui définit son style de leadership depuis plus de 20 ans. Presque immédiatement, le Kremlin a renforcé ses efforts de sécurité autour de Poutine, allant jusqu'à vérifier ses gardes du corps pour sabotage d'armes ou subterfuge. Mais surtout, cela montre une fois de plus à quel point la position de Poutine est véritablement vulnérable. Pour le prouver, revenons en 2024. Le 17 décembre, une bombe a explosé à Moscou, tuant le général Igor Kirillov et son aide. Les services de sécurité ukrainiens ont pratiquement revendiqué la responsabilité, qualifiant cela d'élimination d'une cible militaire vitale et légitime dans la guerre en cours en Ukraine. Seulement un jour avant, le 16 décembre, les procureurs ukrainiens ont inculpé Kirillov par contumace pour crime de guerre suite à une enquête du service de sécurité ukrainien, ou service de sécurité ukrainien, qui a demandé son arrestation immédiate. Cependant, comme la Russie a refusé de reconnaître les charges, les qualifiant de sans fondement, il était évident qu'elle n'extraderait pas l'un de ses généraux de plus haut rang directement à l'ennemi. Cependant, l'utilisation d'un engin explosif directement dans la capitale russe de Moscou a montré à quel point l'Ukraine peut avoir de contrôle et de portée pour influencer la géopolitique mondiale lorsque cela est nécessaire. La mort de Kirillov visait probablement en partie à déstabiliser les rangs de l'armée russe. Il est beaucoup plus plausible que c'était un message direct à Poutine démontrant les capacités de l'Ukraine. Bien sûr, nous n'avons pas besoin de faire grand-chose pour vous présenter le président russe. Mais il est essentiel de comprendre pourquoi précisément ces menaces ont commencé à apparaître, ou plutôt à réapparaître, ces derniers temps. Peu de dirigeants mondiaux ont survécu au pouvoir aussi longtemps, tout en accumulant autant d'ennemis que Vladimir Poutine. Son règne, qui dure depuis plus de 20 ans, a été caractérisé par un nombre grandissant d'adversaires. Des oligarques privés de pouvoir, des opposants réduits au silence, des dirigeants étrangers défiés et des millions de Russes dont les avenirs ont été sacrifiés pour les ambitions de Poutine. Chaque année passée au pouvoir n'a fait qu'allonger cette liste, créant une inévitabilité peut-être logique, qui a hanté de nombreux dirigeants tout au long de l'histoire. Plus on s'accroche au pouvoir, plus nombreux sont ceux qui souhaitent voir ce pouvoir s'achever.
Cette explosion survient à un moment délicat pour le président russe. La guerre en Ukraine, autrefois qualifiée d'opération militaire spéciale rapide, c'est-à-dire un blitzkrieg, s'est transformé en un conflit épuisant sans fin clair en vue. Ce que Poutine espérait être un triomphe définissant pour la Russie, et son héritage est plutôt devenu sa plus grande responsabilité, exposant les limites de la puissance militaire russe, tout en vidant simultanément les coffres du pays, et en testant la patience de ses partisans les plus fidèles. Les progrès sinueux en Ukraine ont créé des fissures dans la verticale de pouvoir soigneusement construite par Poutine, avec des murmures de mécontentement maintenant audibles dans les coins du Kremlin qui ne résonnaient auparavant qu'avec des éloges. Ils ne sont pas sans précédent. Le règne de Poutine a été marqué par de nombreux complots présumés contre sa vie. Mais le contrôle strict de l'information par le Kremlin rend la vérification de ces allégations presque impossible. Selon une interview de 2017, Poutine a survécu à au moins 5 tentatives d'assassinat, prétendant s'être habitué à vivre avec des menaces constantes. De plus, des rapports plus récents du Kremlin ont ajouté au possible compte d'assassinat, le gouvernement russe accusant l'Ukraine d'avoir tenté de tuer Poutine en 2022 et 2023, portant le total à au moins 7. Malgré tout cela, Poutine est resté président, manœuvrant soigneusement pour renforcer son image de leader mondial puissant. Derrière cette image soignée se cache un homme qui a construit un appareil de sécurité frôlant la paranoïa. Poutine. Il voyage avec une importante équipe de sécurité comprenant des goûteurs de nourriture, des médecins personnels du même groupe sanguin et des gardes du corps du service fédéral de protection. Son emploi du temps reste secret jusqu'au dernier moment. Ses mouvements sont minutieusement chorégraphiés, et les personnes ayant obtenu une audience doivent d'abord traverser un dédale de mesures de sécurité. La pandémie de Coronavirus Disease 2019 n'a fait qu'aggraver ces tendances, Poutine se retirant encore plus derrière des couches de protection. Cela incluait des quarantaines obligatoires pour quiconque devait le rencontrer en personne, et ce, tout au long de 2023. Il y a également eu plusieurs rapports de Poutine, prétendument utilisant des sosies, lors de l'exécution de devoirs publics et d'adresses, suggérant que le leader russe se cache derrière une personne entièrement différente, innocente, pour prendre le coup dans un potentiel assassinat. Cependant, l'histoire montre que même les précautions les plus élaborées ne peuvent assurer indéfiniment la sécurité d'un leader. La Russie elle-même témoigne de cette vérité avec son histoire sanglante de coups d'état palatiaux, d'assassinats et de révolutions. Des Romanov aux purges de Staline, en passant par les morts mystérieuses qui ont caractérisé le propre règne de Poutine, les transitions politiques russes ont rarement été des affaires sans heurts. Ce contexte historique pèse lourdement sur la conscience collective de l'élite russe. Beaucoup d'entre eux comprennent que leur propre fortune, et peut-être même leur vie, sont inextricablement liées au sort de l'homme au sommet. Le conflit ukrainien a exacerbé les enjeux, embarrassant les forces russes, autrefois craintes, suite à leur revers militaire. Sur la scène mondiale, les sanctions économiques ont eu un impact plus profond, et ont duré plus longtemps que le Kremlin ne l'avait anticipé. La brève mutinerie, menée par le fondateur du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, bien que rapidement réprimée, a démontré la fragilité potentielle du contrôle de Poutine face à une opposition déterminée au sein de son propre appareil de sécurité. Bien que Prigojine ait trouvé sa fin dans un crash d'avion suspect quelques mois plus tard, l'épisode a laissé une marque indélébile sur l'aura d'invincibilité de Poutine. Les cercles militaires représentent probablement la plus grande menace pour la poursuite du règne de Poutine. Alors que les pertes s'accumulent et que les objectifs stratégiques restent hors d'atteinte en Ukraine, le mécontentement grandit dans les rangs. La tradition militaire russe comprend un fort précédent historique pour éliminer les dirigeants jugés en train de mener le pays à la ruine. Les officiers formés dans les prestigieuses académies militaires de Russie comprennent bien les erreurs stratégiques qui ont caractérisé la campagne en Ukraine. Des logistiques inadéquates aux tactiques obsolètes, gaspillant les avantages quantitatifs russes. Les cercueils drapés ramenés en Russie symbolisent qu'apportent non seulement des drames personnels, mais aussi la responsabilité politique du commandant ayant ordonné l'invasion. Et cela s'est encore aggravé ces dernières années avec la poursuite des efforts du pays pour financer l'effort de guerre. Confronté à une estimation stupéfiante de plus de 900 000 victimes au cours de la campagne de 3 ans, l'armée russe s'est essentiellement renouvelée. En 2022, la puissance militaire active de départ était d'environ 900 000 personnes. Bien sûr, le personnel de rang le plus élevé est probablement resté en arrière-plan, et c'est le tapis roulant sans fin de recrues qui a rempli ces chiffres à la place. Mais la Russie n'a pas obtenu ses 900 000 soldats morts ou blessés de nulle part. Au cours des 3 dernières années, Poutine a annoncé plusieurs tours de conscription, généralement par lot d'environ 150 000, lors des appels réguliers du pays au printemps et à l'automne, tout en mobilisant également partiellement les réservistes. Plus importante encore,
L'armée russe a pratiquement ouvertement soudoyé les soldats pour servir dans son armée, avec des salaires allant de 3 à 4 fois la moyenne nationale. Ces salaires attirèrent vers l'armée, renforçant la popularité de Poutine dans ses cercles démographiques. Cela dépendait des soldats et de leurs familles immédiates, mais l'argent affluait tant qu'il restait en vie. Alors que Poutine a signé le décret en 2023, offrant environ 68 800 $ d'indemnisation aux familles des défunts, certains ont signalé que les réparations étaient bien inférieures ou totalement retardées, amenant beaucoup à qualifier les paiements de risibles en pratique. Un post sur les réseaux sociaux montrait une mère en deuil recevant un hachoir à viande, ce qui a immédiatement été évoqué comme un parallèle approprié à l'état actuel de la guerre en Ukraine des deux côtés du conflit. Ne sous-estimez pas l'influence des mères de soldats sur le gouvernement du pays. À la fin des années 80, alors que le conflit afghan se prolongeait avec de plus en plus de victimes soviétiques, les mères de soldats conscrits ont commencé à s'organiser. Le comité des mères de soldats a officiellement émergé en 1989 en tant que puissant mouvement populaire. Ces femmes, beaucoup issues de milieux ouvriers avec peu d'expérience politique, ont pris des mesures sans précédent dans le contexte soviétique. Elles ont contesté publiquement la version officielle du gouvernement sur la guerre, organisant manifestations et veillées dans les grandes villes. Elles ont demandé des informations sur les fils disparus et de meilleures conditions pour les soldats en service. Elles ont créé des réseaux pour localiser et parfois même récupérer des soldats du service militaire. La guerre soviéto-afghane, qui en 1989 avait duré une décennie, a causé environ 15 000 à 26 000 morts militaires soviétiques et plus d'1 million de morts civils afghans. En considérant les pertes plus larges, incluant plus de 53 000 blessés et 400 000 hospitalisés pour maladie, le bilan sur les forces soviétiques était nettement plus élevé. Même ainsi, ces chiffres sont éclipsés par les chiffres actuels de la guerre en Ukraine, où les pertes russes, y compris les tués, blessés, capturés et disparus, sont maintenant estimées à près d'1 million. L'efficacité de ces femmes provenait surtout de leur autorité morale. Le système soviétique, qui prenait les sacrifices pour la patrie, ne pouvait pas aisément ignorer les mères endeuillées dont les fils étaient morts dans une guerre de plus en plus impopulaire. De 1988 à 1989, les mères des soldats étaient devenues une force politique importante. Elles représentaient un défi profond à l'autorité de l'État soviétique, des femmes ordinaires, affirmant leur droit de questionner la politique militaire et d'exiger des comptes. Leur activisme a significativement contribué au retrait des forces soviétiques, achevé en février 1989. Suite à leur intervention, la Russie a arrêté d'envoyer des conscrits militaires à l'étranger. Une décision qui serait respectée lors de la guerre en Ukraine, bien qu'avec des résultats tout aussi dévastateurs lorsque l'Ukraine a envahi la Russie à Koursk en août. Après des décennies, sans conscrits dans les offensives, ces derniers souffrent d'un manque de formation, d'équipement et de financement adéquat. Laissez cette partie de l'armée lamentablement mal équipée pour la guerre moderne qui repose sur la supériorité technologique avant tout. Aujourd'hui, ces soldats et leurs familles constituent à nouveau un des piliers de la puissance militaire russe. Tant que les soldats restent en première ligne, les familles ordinaires peuvent prospérer grâce aux salaires lucratifs que l'armée russe leur a promis. Cependant, les salaires et compensations disproportionnées ont eu un effet double sur l'économie russe. L'augmentation des recrues implique que le reste de la Russie commence à manquer de travailleurs qualifiés. Le 2,3% en décembre 2024. C'est bien en dessous du taux de chômage de 4 à 6% qui est considéré comme sain. Pour un pays capitaliste, où les entreprises ont besoin d'un flux continu de candidats qualifiés à recruter. Ainsi, presque tous les aspects de la société russe, qui ne dépendent pas des secteurs pétroliers, gaziers ou militaro-industriels, sont en déclin. Cela pourrait conduire à une répétition des mouvements après la guerre soviéto-afghane. Surtout que le puits de soldats se tarit, et que le reste de la société russe réalise l'inutilité de la guerre en cours. Deuxièmement, la guerre vide les caisses du gouvernement russe à cause de la hausse des salaires et des investissements dans l'armement. La Russie prévoit d'augmenter les dépenses de défense à 142 milliards en 2025, soit une augmentation d'environ 30% par rapport aux chiffres de 2024 projetés par Bloomberg, citant les propositions de budget préliminaires qu'il a vues. Cette hausse représenterait 6,2% du produit intérieur brut russe, prévu, l'un des plus élevés au monde en termes de dépenses de défense nationale. En comparaison, les États-Unis dépensent environ 3,3% de leur produit intérieur brut pour l'armée. De même, les dépenses de défense et de sécurité nationale représenteraient 40% des dépenses totales du gouvernement en 2025, dépassant les allocations combinées pour l'éducation, la santé et les politiques sociales. Plus étonnamment,
Le budget n'est pas entièrement divulgué, environ 30% de celui-ci étant classé top secret. Cette hausse des dépenses coïncide avec la volonté de la Russie d'exporter plus de pétrole et de gaz, l'Union européenne devenant majoritairement indépendante des ressources russes. Malgré une hausse significative des importations de gaz naturel liquéfié, Poutine s'est tourné vers l'Inde, la Chine et l'Iran comme principaux partenaires commerciaux. Mais cela a un coût énorme. Tous ces marchés ont négocié de fortes réductions pour le pétrole et le gaz russe, ce qui a entamé sa capacité à tirer des revenus de ses exportations. De plus, les sanctions occidentales ont forcé la Russie à recourir à une flotte de navires fantômes battant divers pavillons. Des manifestes falsifiés et des pratiques d'identification inappropriées, réduisant la capacité de la Russie à suivre et rationaliser les exportations. De plus, l'Institut d'études énergétiques d'Oxford a suggéré qu'entre 25 et 30% des revenus de la Russie dépendent directement de ses exportations de pétrole et de gaz. Si le pétrole chute, les États-Unis ou d'autres producteurs pourraient rivaliser directement avec la Russie, cette fois légalement, ce qui peut entraîner une autre baisse du financement russe. En janvier 2025, le Centre de recherche sur l'énergie et l'air propre a rapporté qu'une mise en œuvre d'un plafond de prix inférieur de $30 par baril aurait réduit les revenus d'exportation de pétrole de la Russie de 24%. Environ 79 milliards depuis le début des sanctions en décembre 2022 jusqu'à fin janvier 2025. Cependant, dans leur analyse mise à jour publiée en mars, le CREA a révisé ce chiffre à la hausse, estimant une baisse des revenus de 41%, soit environ 136 milliards. Si le plafond avait été fixé à $30 jusqu'en février 2025. En résumé, des plafonds de prix plus stricts auraient pu réduire considérablement les revenus d'exportation qui financent la guerre de la Russie. C'est là que se trouve le véritable point de pression. Poutine restant au pouvoir en Russie, soyons honnêtes. Cela dépend aussi du secteur de l'énergie et surtout des grands acteurs et oligarques qui y détiennent les plus grandes parts. Malgré les efforts de Poutine pour démanteler les entreprises privées au fil des ans, certains oligarques sont restés à la tête des industries énergétiques du pays. Malgré l'érosion de leurs richesses, suite aux premières sanctions occidentales, en 2022, les tactiques sournoises de la Russie lui ont permis de récupérer partiellement ses pertes. Mais à un prix. Avec la baisse de la production nationale, Poutine se tournera probablement vers une hausse des impôts pour maintenir le gouvernement en place. Et quand on ne peut pas du tout taxer les pauvres, il sera temps de taxer les riches. Les oligarques de l'énergie qui ont profité des exportations de pétrole et de gaz russes pendant des décennies. Le Kremlin envisage sérieusement d'augmenter les taxes sur les bénéfices des entreprises et les individus à haut revenu, ce qui pourrait générer des dizaines de milliards de dollars de recettes supplémentaires. Une hausse de l'impôt sur le revenu à 25% et des augmentations potentielles pour les entreprises sont envisagées. Le message est clair, quelqu'un doit payer pour la guerre, et Poutine regarde sa propre élite. Cela met également l'industrie de l'énergie et ses dirigeants dans une dilemme. S'ils gardent de Poutine et gagnent la guerre, ils pourraient multiplier leurs profits grâce au commerce accru et renouvelé. Si Poutine commence à perdre, leur richesse disparaîtra presque entièrement. Même s'ils tentent de fuir le pays, leur sécurité n'est pas garantie. Comme les services de renseignement russes n'ont pas hésité à commettre leurs propres assassinats, et ces services de renseignement représentent une autre source potentielle de danger. Ayant passé ses années formatrices au comité de Gosudarstvennoye Bezopasnosti Poutine, comprend mieux que quiconque la capacité des services de renseignement à faire ou à briser des fortunes politiques. Cette connaissance institutionnelle l'a amené à fragmenter les services de sécurité russes en fiefs concurrents. Il joue les agences les unes contre les autres, pour empêcher une seule organisation d'accumuler assez de pouvoir pour le défier. Cependant, cette stratégie de division pour mieux régner crée ses propres faiblesses, nourrissant le ressentiment et poussant les responsables de la sécurité ambitieux à courtiser les potentiels successeurs, alors que l'emprise de Poutine paraît s'affaiblir. Les agences de renseignement occidentales ont longuement étudié l'éventualité d'une éviction de Poutine, sans pour autant suggérer une implication directe. Cela pourrait aggraver une situation géopolitique déjà dangereuse. Selon un rapport de Time de 2023, de nombreux analystes occidentaux s'accordent à dire que la position de Poutine reste sécurisée à court terme, mais les perspectives à moyen et long terme sont beaucoup plus incertaines. La fatigue de la guerre, l'instabilité économique et l'insatisfaction de l'élite ont créé ce qu'un officiel du renseignement anonyme a décrit comme une cocotte minute, avec la soupape de sécurité soudée. L'explosion de mars 2025 dans ce contexte pourrait représenter une tentative de libérer cette pression, ou un avertissement que le conteneur lui-même pourrait bientôt se rompre. Ce conteneur, c'est la Russie elle-même. Tout le pays, avec sa culture, son économie et ses valeurs, est intrinsèquement lié aux ambitions géopolitiques de Poutine. Les explosions près du cortège de Poutine soulèvent des questions troublantes pour le leader russe. Si c'était bien une tentative d'assassinat,
Cela implique une faille de sécurité au plus haut niveau. Planifier et exécuter une telle attaque requérait une connaissance intime des mouvements de Poutine, information limitée à son cercle le plus proche. Une autre possibilité est que l'incident ait été mis en scène comme une opération sous fausse bannière, pour légitimer de nouvelles purges. Cela signale un niveau de désespoir au sein du régime, qui indique une instabilité institutionnelle profonde. Dans les deux scénarios, il s'agit d'une dangereuse escalade dans le jeu risqué de la politique de pouvoir russe. Malgré les spéculations sur la vulnérabilité de Poutine, mieux vaut ne pas nous emballer pour l'instant. Les régimes autocratiques, comme celui de Poutine, semblent souvent les plus fragiles, juste avant de démontrer une résilience remarquable. Poutine lui-même a traversé des crises précédentes qui auraient pu renverser des autocrates moins expérimentés. De la catastrophe du sous-marin Kursk au début de sa présidence au choc économique suite à l'annexion de la Crimée en 2014. Chaque fois, il est ressorti avec son pouvoir intact, souvent renforcé par l'élimination de ceux qui n'ont pas su démontrer une loyauté absolue lors des moments d'incertitude. En effet, Poutine a cultivé un véritable culte de la personnalité parmi ses proches conseillers et oligarques. Cela lui a permis de réformer la constitution russe pour rester président à vie. Cela est encore compliqué par le manque d'alternatives viables que la Russie a réellement pour Poutine. Contrairement à certaines dictatures personnalisées, la Russie de Poutine maintient l'illusion d'une gouvernance constitutionnelle et démocratique. Cependant, presque tous les aspects du gouvernement ont été infiltrés par les fidèles de Poutine. Ainsi, toute tentative de destitution en dehors du calendrier choisi par le grand leader rencontrerait une forte résistance institutionnelle. Poutine a réussi à démanteler tous ses opposants politiques au fil des ans, que ce soit diplomatiquement ou par élimination pure et simple, comme lorsqu'Alexei Navalny est mort en prison en février. L'influence extrême de Poutine jusqu'en 2024 crée une insécurité supplémentaire pour l'avenir de la Russie, car tout successeur devrait reconstruire l'ensemble du gouvernement à partir de zéro, tout en ayant pratiquement zéro soutien des groupes politiques du pays. Les dynamiques internationales compliquent davantage les luttes de pouvoir internes en Russie. La Chine, ayant renforcé son partenariat stratégique avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine, a un intérêt marqué pour la stabilité et la prévisibilité russe. Le président chinois Xi Jinping et Poutine ont affirmé que l'amitié entre leurs deux pays semble ne pas avoir de limite. La Chine a progressivement transformé la Russie en un état vassal, la dominant par sa puissance économique et sa capacité d'exportation. Il est dans l'intérêt de Pékin de maintenir Poutine à la tête de la Russie, car Xi le connaît depuis 12 ans. Les autres États autoritaires, qui observent les événements en Russie, comprennent qu'un changement de régime réussi à Moscou pourrait encourager les mouvements d'opposition dans leur propre pays, ajoutant une pression externe pour maintenir Poutine au pouvoir. Malgré ces obstacles redoutables à l'éviction de Poutine, le rythme constant des rumeurs d'assassinat remplit une fonction psychologique importante dans la politique russe. L'explosion de mars 2025, qu'elle soit intentionnelle ou accidentelle, a accéléré les discussions inévitables sur l'avenir de la Russie après Poutine. Selon vous, combien de temps Poutine restera-t-il au pouvoir en Russie, alors que le pays passe du statut de superpuissance potentielle à celui de l'ombre de ce qu'il était ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et merci comme toujours de regarder.